L'ex-premier ministre Ehud Olmert condamné à 6 ans de prison ferme pour corruption, une sentence prononcée ce matin et qui provoque beaucoup de réactions. On va y revenir dans un instant, ce sera le thème de notre débat. Des négociations difficiles avec l'Iran s'ouvrent ce soir à Vienne avec le groupe des 5+1. Il s'agit de parvenir à un accord final sur le nucléaire d'ici au 20 juillet. L'Iran qui a annoncé aujourd'hui un surprenant rapprochement avec l'Arabie Saoudite dans le Golfe Persique. En Ukraine, les violences succèdent au référendum organisé par les séparatistes pro-russes. Au moins 8 soldats ukrainiens seraient morts ce soir après une embuscade aux lance-roquettes dans l'est du pays. Et on revient donc à présent dans le débat du Grand Direct sur la condamnation à 6 ans de prison ferme de l'ex-premier ministre Ehud Olmert. C'est une première dans l'histoire du pays. Il y a déjà eu un ancien président incarcéré, mais pas encore d'ex-premier ministre. On va voir d'ailleurs si cette peine sera appliquée, parce que c'est à partir de septembre prochain théoriquement. On va en parler avec deux juristes présents dans ce studio. Maître Philippe Koskas, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes avocat. Oui. Et Emmanuel Charbit, vous aussi, vous êtes avocat. Exactement. Merci bonsoir. à tous les deux d'être là. Alors je sais bien qu'on n'a pas le droit théoriquement de commenter les décisions de justice, mais on va quand même essayer de les interpréter. Déjà sur le verdict prononcé ce matin et les mots très durs employés par le juge Rosen. Est-ce que c'est habituel d'entendre, on va dire, une telle condamnation de la part d'un juge qui s'adresse quand même à un ancien Premier ministre? Oui, ça arrive. Ça arrive. Hein. C'est pas la première fois qu'un juge s'adresse de manière, j'allais dire, presque injurieuse à un inculpé. Et, ça arrive. Moi, je trouve qu'il y a eu des mots qui dépassent un petit peu le bon ton. Je pense pas qu'il aurait dû traiter Ehud Olmert de traître. Je pense que c'est complètement dépassé. Mais ceci dit, ça arrive. On voit dans les jurisprudences et dans les jugements des juges qui se donnent la liberté de juger les personnes qui vont incarcérer. Ouais, vous êtes d'accord? C'est des mots très durs qui ont été employés, Emmanuel Charbit? Des mots très durs quand on parle de traîtrise, mais de l'autre côté, je crois juste que le juge a voulu faire un exemple avec Ehud Olmert, parce que si on regarde bien le dossier et si on lit la décision, on parle de quoi? Il y a très peu de preuves matérielles, il y a beaucoup d'intentions. On lui reproche des manquements à la morale politique et à la morale citoyenne. Et c'est, j'ai l'impression, ça qu'a voulu condamner. On parle de corruption, il faut rappeler en fait de quoi il s'agit. C'est un scandale immobilier avec des faits de corruption avérés, c'est ça? Des faits de corruption avérés, d'après les défenseurs de l'ancien Premier ministre. Pas tant que ça, on parle de chèques qui ne sont pas reconnus comme des preuves, qui auraient été utilisés par le frère d'Ehud Olmert. On parle aussi très souvent d'un des témoins qui n'a pu être interrogé par le procureur, puisqu'il est décédé juste après avoir été interrogé. Par la défense, évidemment. Donc voilà, on parle de plein de choses qui sont à peu près dans cette décision, mais je vous dis, je pense juste qu'on a voulu, à titre d'exemple, punir Olmert, parce que si on regarde bien, on parle de peu d'argent, en fin de compte, dans cette corruption. On parle d'une corruption à hauteur de 750 000 shekels. En euros, ça fait quoi? 150 000 euros. Donc pour 150 000 euros sur un projet immobilier qui est un projet pharaonique, si on parle avec les gens qui habitent Jérusalem, 150 000 euros, 6 ans de prison, 7 étaient promis au départ, c'est très cher payé. Vous êtes d'accord, Philippe Koskas? Oui, moi je crois que c'est clair que le juge a voulu donner un exemple. Et si on voit les taux des peines, en fait, il doit y avoir une harmonie. J'allais dire, c'est comme une symphonie, il y avait plusieurs condamnés. Et donc il a dû relativiser. Il ne pouvait pas donner à l'ingénieur municipal quand même de Jérusalem 7 ans de prison. Tcherny lui-même qui a tenté de corrompre, donc des peines qui sont... Il a donné un taux de peine extrêmement lourd. Je crois que de toute façon, on pouvait s'y attendre, même si ces peines-là vont au-delà de ce qui se passe en droit commun. En général, pour corruption, ça tourne... Enfin, en Israël, c'est entre 2 et 4 ans. Mais là, c'est un Premier ministre qui n'était pas en fonction. Il était maire de Jérusalem. Il a voulu donner un exemple haut et court. Et je suis un petit peu d'accord avec ce que mon grand frère dit. Je pense que je n'ai pas été l'avocat d'Ehud Olmert, mais enfin, je crois que quand même, il ne faut pas non plus le voir entrer en prison demain matin. Il a à son actif quand même, il y a un droit en Israël qui s'appelle le droit des preuves. Et il y a eu quelques encarts à ce droit des preuves dans ce procès, qui a été exceptionnel à plein de niveaux, en dehors que ce soit le Premier ministre. Mon confrère en a parlé, c'est-à-dire que le témoin principal, Talansky, est mort au cours de cette procédure. Quid, et on est en droit anglais, c'est-à-dire que quand la partie adverse ne peut pas contre-interroger un témoin, théoriquement cette preuve est annulable. On parle de preuve en effet de corruption, mais c'est pas Ehud Olmert qui a touché l'argent, c'est son frère qui se trouve aux États-Unis, et on ne parle que sur son témoignage.
Donc il n'y avait pas de trace de ces transferts. Donc tout ça, je ne dis pas qu'il va sortir, blanc comme neige, mais je pense qu'il y a vraiment, l'appel n'est pas dénué de toute chance. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors théoriquement, il doit être, on va expliquer un peu la procédure, parce que c'est très particulier quand même. Il n'est pas emprisonné tout de suite, il n'y a pas d'arrestation à l'audience, il doit rentrer en prison, c'est ça, à partir de septembre? Dès 1er septembre prévu, on va dire que c'est comme les entrées à l'armée, il y a des dates qui sont prévues à l'avant, donc là ça sera le 1er septembre, mais ils vont forcément, les avocats d'Ehud Olmert vont sûrement déposer donc, dans les 45 jours une demande d'appel, et en parallèle une demande de surseoir à exécution de la peine. C'est-à-dire qu'on va demander, les avocats de M. Olmert vont demander dans cette demande justement à ce que Ehud Olmert ne rentre pas en prison avant la décision d'appel. Si la décision d'appel va à l'encontre de la décision de cette instance-là, il n'ira pas en prison du tout. Il y a de fortes chances que cela puisse fonctionner, puisque c'est pas censé être un homme dangereux. En général, on prend en compte plusieurs paramètres, plusieurs critères pour justement permettre le sursis à exécution. C'est justement la dangerosité de la personne. Est-ce qu'il y a un risque qu'il s'en aille? Il n'y a pas de risque, il est là. Donc, il y a de fortes chances, mais bon, je m'avance peut-être, qu'Ehud Olmert peut-être aille en prison le 1er septembre, mais que rapidement, si la demande de sursis à exécution est validée, qu'il en sorte. Oui, mais même si le juge, on l'a dit tout à l'heure, prend des mots très durs dans son verdict, est-ce que ça aussi, en appel, ça veut dire qu'on peut aller contre une telle décision? Non, on ne peut pas juger, ça c'est une qualification d'ordre moral. Lorsqu'il traite de traître, bon, ça c'est une qualification d'ordre moral. Non, on va juger, en fait, il faut voir que les appels en Israël, donc devant la Cour suprême, on ne rentend pas tout le dossier, on va requalifier le dossier, on va voir où juridiquement le juge aurait pu mal ou pas bien qualifié son dossier. Donc c'est un appel, j'allais dire, un peu aseptisé. Ce qui ne veut pas dire que la Cour d'appel, la Cour suprême, donc n'intervient pas sur ce qui a été tranché dans les instances précédentes. Donc c'est pas du tout une procédure qui est réentente des témoins. C'est pas une procédure lourde. Moi, à mon avis, ça va prendre, disons, entre 1 et 2 ans avant qu'on arrive à avoir un jugement définitif. Pardon, mais avec le risque pour Olmert que le procureur fasse entrer de nouvelles preuves devant le juge. Ces nouvelles preuves, c'est celles qui sont issues des derniers témoignages de Shula Zaken, qui était donc le bras droit d'Ehud Olmert, qui n'ont pas été prises en compte, justement, en toute partie, en tout cas dans le premier jugement, dans le jugement actuel. Et malheureusement, si elles n'ont pas été prises en compte, c'est justement parce qu'on pense qu'elles vont à l'encontre de ce qu'elle avait dit avant. Oui, mais pas dans le cadre de l'appel de la Cour suprême. C'est-à-dire que la Cour suprême ne réentend pas des nouvelles témoins. Il y a eu en effet des drames. Je disais que le dossier n'était pas habituel. C'est une affaire à rebondissement. À rebondissement, mais même au niveau juridique. Je ne vous parle pas du fait que ce soit un Premier ministre. L'opération, ce qu'on appelle l'opération Shula Zaken, une semaine avant le procès, qui signe un contrat avec le procureur. Donc tout ça, ça a été, si vous voulez, le procureur techniquement ne peut pas le replacer. C'est-à-dire l'appel, en fait, on reprend le jugement, on va le requalifier, on va réécortiquer le dossier, mais j'allais dire de manière un peu aseptisée, et la Cour suprême va donner son arrêt. Donc tout ce qui s'est passé avec Shula Zaken ne sera pas entendu. Et c'est clair que ce sera un jugement intéressant, à tous les niveaux. D'abord au niveau des taux de la peine, parce qu'on parle de 6 ans de prison, ce qui est énorme par rapport à ce qui est censé être en Israël, mais également je suis quand même curieux en tant que technicien du droit de voir comment les juges de la Cour suprême vont analyser le fait de ces fameux chèques qui n'ont pas été déposés. Le juge a décidé de croire, parce que vous savez qu'on est dans un pays de droit oral, contrairement à la France, au droit continental. Donc on peut condamner quelqu'un sur un témoignage d'un autre, ou même ses propres aveux. Alors le frère d'Ehud Olmert a témoigné qu'il a reçu de l'argent. Maintenant, le juge a fait, dans son analyse juridique, a fait des sauts qui sont des fois un peu aventureux. Donc ce serait intéressant de revoir comment tout ça va être qualifié au niveau de la Cour suprême. Il a peut-être plus jugé d'ailleurs sur son intime conviction que sur des faits matériels avérés. Oui, mais il n'y a pas d'intime conviction en Israël, c'est ça le problème. Bien sûr qu'il n'y en a pas, mais si on regarde le dossier et que les faits justement matériels ne sont pas si présents que ça, que l'élément intentionnel est peut-être plus présent, il faut balancer ça. Et on voit la différence entre les deux systèmes juridiques. Il n'y a pas d'intime conviction en Israël. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui s'appelle le droit des preuves qui va codifier quand est-ce qu'une preuve est recevable et quel poids on peut lui donner.
Et l'intime conviction, elle se joue que dans le cadre où un juge peut décider de croire une personne et ne pas croire une autre. Ça, mais c'est l'intime conviction sur un témoin. Mais sur une culpabilité en général, il ne peut pas le faire. Donc le juge, il peut être... On peut reprendre ses bretelles plus facilement ici qu'en France, où on peut dire, voilà, j'ai une intime conviction que, et ça, on ne peut pas le prouver. Ouais. Alors je voudrais qu'on parle maintenant du caractère évidemment spécial de l'accusé, en l'occurrence Ehud Olmert. On est dans un pays où on a condamné un ancien président. Là, c'est la première fois qu'un ancien Premier ministre se retrouve lui aussi derrière les barreaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'Israël joue la carte de la démocratie, où finalement tous les élus sont des justiciables comme les autres? Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que vous le constatez en tant que juriste, ou est-ce qu'il y a vraiment, on fait à part quand il s'agit de puissants ici? C'est toujours à double tranchant. Ouais. C'est toujours à double tranchant, la démocratie. Alors oui, tout le monde aujourd'hui est heureux qu'on puisse traiter, entre guillemets, le Premier ministre comme un simple citoyen. Mais de l'autre côté, est-ce que ce n'est pas encore un coup d'épée donné dans la crédibilité des politiques? Aujourd'hui, quand on voit justement l'abstention qui augmente aux élections, pourquoi il n'y a pas de crédibilité dans le message politique? Il y a peu de leaders. Et si déjà donc, les leaders qui sont les anciens leaders de partis, comme pouvait l'être Olmert, comme pouvait l'être Katsav en tant que leader du monde, d'un monde plus populaire, comme pouvait l'être Hirschzon quand il était responsable de la Histadrut et qu'il a été lui aussi condamné pour corruption, pour utilisation malveillante de plus de 4 millions de shekels de fonds de la Histadrut. Je crois que justement, on est en train d'essayer de faire le ménage, et beaucoup plus, puisqu'on est en train de parler français, si on compare avec la France, bien peu de politiques français ont été condamnés à la même hauteur et avec la même gravité pour des faits qui sont parfois bien plus graves en termes de montant. Ouais. C'est votre avis? Oui, c'est un peu mon avis. Je crois qu'en effet, on assiste en fait en Israël, enfin je vous parle un petit peu au niveau macro, à un renforcement du pouvoir judiciaire et un affaiblissement du pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'on a un exécutif qui est, ma foi, relativement faible en Israël, puisque c'est un système parlementaire un peu comme ce que la France comparait à la 4e République, et les politiciens qui se font attraper. Je pense que c'est sain. C'est ça. C'est vrai que, bon, moi je sépare les affaires Katsav avec les autres affaires. Hein. Katsav, c'est une affaire de mœurs. C'est une affaire de mœurs, ça n'a aucun rapport avec d'autres choses. Mais il y a eu aussi, ce qu'on ne parle pas, c'est beaucoup de toutes les tentatives. Bibi Netanyahou, la police a fait est arrivée dans son domicile il y a quelques années. Ehud Barak a été inquiété. Il y a aussi des acquittements. Mais il y a, si vous voulez, quand même un pouvoir judiciaire. Quand je vous dis pouvoir judiciaire, c'est la justice plus la police, qui est, à mon avis, quand je dis d'une relative indépendance, qui est largement plus indépendant que ce qu'on connaît dans d'autres pays, y compris européens. Ouais. On en est au gouvernement des juges ou pas quand on en est là aujourd'hui? Quand on voit ce que dit le juge Rosen ce matin, c'est des mots. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous en tant qu'avocat? Vous trouvez qu'il est... Il est dur, certes, mais si on regarde bien, Israël reste justement le pays où on condamne fortement les hommes politiques, où on les poursuit. Ça me fait penser à quelque chose. Si on regarde dans d'autres pays, très souvent, par exemple, le président de la République en France ne peut pas être inquiété pendant la période de son mandat. Donc après, une fois qu'il est plus président de la République, ça a été Chirac, c'est Sarkozy aujourd'hui, on peut les poursuivre, on peut enquêter sur des faits qui seraient déroulés avant leur mandat. Par contre, regardez aujourd'hui en Israël, Binyamin Netanyahou, tous les jours est inquiété. Tous les jours, il y a des premières pages des grands quotidiens qui font état juste de rumeurs, de pots de vin, etc., etc. Est-ce que justement les politiques, à force de devoir justement s'excuser un petit peu de ce qu'ils ont fait ou pas fait, ne perdent pas de temps et ne s'essoufflent pas justement par rapport au contenu de leur métier, qui est un métier de changement, un métier de décision politique, et pas d'excuses ou de trouver les preuves de choses qu'ils ont fait ou pas fait. Ouais. Parce que là, en l'occurrence, il y a une carrière politique qui s'arrête. Ah, mais je crois que ça va même au-delà. En reprenant l'histoire de Ehud Olmert, Ehud Olmert est le premier Premier ministre qui a dû démissionner sous la pression de la presse. C'est-à-dire, il n'y avait pas, a priori d'ailleurs, quand on se rappelle, on se remet quelques années en arrière, ce procès sur lequel maintenant tout le monde en fait les presses, c'était le petit procès de Olmert. Tous les juristes s'accordaient qu'il devait s'en sortir de ce procès-là. Par contre, l'autre procès sur lequel il a été acquitté, il devait se faire inculper. Mais à l'époque, quand il était Premier ministre, il a dû démissionner. Il n'y avait pas d'inculpation contre lui. Il n'y avait qu'une enquête. Et puis, il y avait une enquête préliminaire de Talansky au tribunal. Il n'y avait rien contre lui.
Et donc on peut voir ici, moi j'aurais dit, un pouvoir, mais pas que judiciaire, justement. Moi je dis qu'il y a aussi une émergence d'un pouvoir des médias qui est relativement important, peut-être voire même trop important. Personne n'en parle dans ce pays, parce qu'évidemment c'est que par les médias qu'on entend. Mais moi je trouve ça un peu choquant de savoir que les médias ont des yeux partout, y compris lorsqu'une personne se fait enquêter à la police. Vous avez le commentateur dehors qui dit à tout le pays qu'est-ce qu'il est en train de dire aux policiers. Je trouve ça un petit peu choquant. C'est-à-dire qu'il y a également, il n'y a pas que le pouvoir judiciaire ici qui est en cause, il y a également le pouvoir des médias. Ouais. Et vous avez l'impression que la corruption est un vrai fléau là, ou est-ce que le juge exagère quand il dit là il faut éradiquer? Quand on parle, je parlais avec le chauffeur de taxi sur le chemin. Il me disait, aujourd'hui, vous voulez construire une terrasse ou mettre une galerie sur votre toit. Si vous ne connaissez pas quelqu'un à la mairie, ça va vous prendre des mois et des mois et des mois. Je crois qu'aujourd'hui, justement, il y a ce qu'on appelle la protection en Israël, le fait de connaître quelqu'un, le fait d'avoir des liens. Peut-être tout simplement, on a juste vu Olmert, qui était à la tête de la ville de Jérusalem, puis à la tête de l'État, qui a fait ce que tout le monde fait un petit peu autour de lui. Et donc, oui, la corruption est un fléau contre lequel il faut se battre. Après, est-ce qu'un ancien Premier ministre doit payer aussi cher? C'est une vraie question, c'est un souci de démocratie, sûrement. Bon, merci en tout cas à tous les deux, Philippe Koskas, Emmanuel Charbit, deux avocats qui nous ont éclairés sur ce verdict spectaculaire rendu aujourd'hui par la justice israélienne concernant Ehud Olmert. Nouveau journal à venir dans 15 minutes, tout de suite l'invité.